Vous est-il déjà arrivé d'utiliser votre téléphone intelligent en marchant? J'imagine bien que oui. Vous est-il déjà arrivé d'éviter à la dernière seconde une autre personne ou un obstacle lorsque vous marchiez avec votre téléphone? Peut-être êtes-vous même entré en collision avec quelqu'un ou quelque chose. Lorsque de tels accidents se produisent, c'est parce que les utilisateurs dédient plus d'attention à leur téléphone et pas assez à l'environnement immédiat. Le sujet de l'attention est important en UX. Comme l'illustre cet exemple, les utilisateurs interagissent avec les interfaces dans des contextes différents et cela a un impact sur l'attention qu'ils allouent à leur environnement et à l'interface. Prenons quelques minutes pour se pencher sur le phénomène de l'attention. Nous sommes entourés de stimuli en tout temps, à tous les jours. Et ce sont nos sens qui nous permettent de capter ces stimuli provenant de notre environnement. Par exemple, si vous marchez au centre-ville, vos sens vous permettent de voir, de sentir, d'entendre les voitures, les feux de circulation, les gens, les commerces, etc. Toutefois, il se peut que vous ne portiez pas vraiment attention à ces stimuli. Ils font juste partie de l'environnement. Jusqu'au moment où un stimuli attire votre attention. Par exemple, une voiture de police qui passe rapidement avec ses gyrophares allumés. Normalement, vous allez porter attention à cette voiture de police car elle vous semble importante à ce moment précis. Ainsi, l'attention peut être vue comme un processus de sélection par lequel on centralise nos ressources cognitives sur des éléments de notre environnement. Lorsqu'on porte attention à quelque chose ou à quelqu'un, c'est un choix conscient de focaliser notre pensée sur cet élément. Dans l'exemple de la voiture de police, nos sens sont mis en alerte par cet événement, ce qui capte notre attention. Essentiellement, nos sens nous alertent d'un événement inattendu auquel nous devons porter attention et potentiellement réagir. Il s'agit ici du phénomène d'attention appelé bottom-up, car notre attention est attirée par des éléments provenant de l'environnement. Il se peut que notre attention soit le résultat non pas de l'environnement, mais plutôt de notre motivation. Par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo passionnant, il se peut que vous ne portiez pas attention à ce qui se passe dans votre environnement physique, car vous décidez consciemment de dédier vos ressources attentionnelles au jeu. Dans ce cas, il s'agit plutôt du phénomène d'attention appelé top-down. Ce n'est pas les éléments de l'environnement, mais plutôt vous qui décidez sur quoi porter votre attention, c'est-à-dire le jeu. En UX, la compréhension des processus attentionnels sont importants afin de comprendre, par exemple, les éléments de l'interface qui pourraient distraire l'utilisateur dans la complétion de ce qu'il veut faire avec l'interface. Un site web de nouvelles comme le New York Times sera très intéressé à comprendre où les utilisateurs portent leur attention sur la page d'accueil. Voici le type de questions qu'ils se posent. Qu'est-ce que les utilisateurs regardent en premier? La bannière publicitaire en haut de la page, la nouvelle à gauche, l'image au centre. Sur quel élément de la page passe-t-il plus de temps? Les réponses à ces questions permettront d'optimiser l'interface afin de répondre à la fois aux besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire s'informer, et aux besoins de l'organisation, offrir un service de qualité tout en rencontrant des objectifs de rentabilité. Le New York Times, par exemple, doit atteindre un équilibre entre le contenu journalistique et le contenu publicitaire, le tout dans une interface agréable à utiliser. Il existe différentes méthodes pour mesurer l'attention que les utilisateurs portent sur les éléments d'une interface. Il y a des méthodes qui vont être utilisées durant l'interaction avec l'interface et il y a des méthodes qui vont être utilisées tout juste après l'utilisation de l'interface. Parmi les méthodes durant l'interaction, on peut utiliser des méthodes qualitatives. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur de verbaliser toutes ses actions et ses pensées durant l'interaction. Bien qu'intéressante, il se peut que le fait de verbaliser modifie le comportement normal de l'utilisateur. Il existe aussi des méthodes quantitatives, notamment l'oculométrie, qui permettent d'enregistrer où l'utilisateur porte son regard durant l'interaction. Bien que plus coûteuse, cette méthode permet d'observer avec précision le parcours visuel de l'utilisateur, ce qui permet d'identifier les éléments de l'interface les plus consultés et aussi dans quel ordre l'utilisateur les consulte. Tel que mentionné, lorsqu'on porte attention à certains éléments de notre environnement, on traite ces éléments de manière consciente. Ainsi, il est plus probable que nous nous rappelions de ces éléments par la suite. Il existe donc des méthodes après l'interaction qui peuvent être utilisées pour solliciter la mémoire des utilisateurs. Par exemple, suite à l'interaction avec une interface, on peut demander à l'utilisateur d'énumérer les éléments dont il se rappelle avoir vu ou utilisé sur l'interface. Bien que cette méthode comporte certaines limites liées à la mémoire, elle est simple et facile à utiliser. Une autre méthode intéressante est d'enregistrer la vidéo de l'interaction avec l'interface et après l'interaction, de demander à l'utilisateur d'expliquer ses actions et pensées en visionnant l'interaction.
Telles que mentionnées, toutes ces méthodes ont des forces et des faiblesses, mais elles ont toutes le même objectif, c'est-à-dire de comprendre à quoi l'utilisateur porte attention lors de son interaction avec l'interface. Cette compréhension de l'attention permet aux designers de proposer des interfaces optimisant l'expérience utilisateur.